also tells CNN that the U.S. Told Iran through back-channel discussions that the strikes would be contained and no further strikes were planned, at least not yet. C'est la fin du message de ce monsieur qui est le plus important. Alors que nous avons Trump qui vient nous raconter, oui, on est venu, ils nous ont pas vus, personne n'est incapable de faire ceci, cela, machin, nini, nanana, du cinéma. Et c'est pour cela, il faut prendre du recul par rapport à ce qui se fait. Certes, c'est une démonstration, mais c'est une démonstration dans laquelle ils ont quand même prévenu pour éviter une escalade. Bon, déjà ici, il y a un géopoliticien congolais que vous ne connaissez sûrement pas, qui est un expert, ou pour certains doivent le connaître, Patrick Mbeko, qui est un expert pour les conflits du Grand Lac, et qui a tweeté ceci. Comme je le soulignais dans mes premières analyses du conflit Israël-Iran, la Russie et la Chine qui observent dans la situation de près ne resteront pas les bras croisés. Si les États-Unis s'impliquent militairement aux côtés de l'État hébreu, d'ailleurs, Moscou a mis en garde Washington contre une intervention militaire dans le conflit, avertissant des conséquences négatives réellement imprévisibles, qui en découlerait la remise en question de l'ordre international occidental bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale se poursuit. À la tête de cette croisade, Moscou et Pékin, soutenus par le reste de ce qu'on appelle le Sud global, ce regroupement des États aux réalités diverses est loin d'être homogène, mais il est et reste néanmoins guidé par un seul leitmotiv, l'opposition à toute forme d'arrogance et d'hégémonie occidentale dans le monde. Et Israël est la manifestation de cette arrogance et de cette hégémonie. Et ici, nous avons l'une aussi des causes qui fait que la thèse qui dit que en s'en prenant à l'Iran, on s'en prend aux BRICS, et aussi de pourquoi les Occidentaux, en voyant Israël s'en prendre à l'Iran, se sont alignés derrière Israël. La raison est peut-être aussi dévoilée dans ce tweet et surtout dans ce que dit ce monsieur par rapport aux accords de l'Iran, je crois, avec la Chine et la Russie. Mais bien évidemment, ils sont obligés de le suivre de près en Israël, puisque ce qui rend fort Israël affaiblit, enfin, ce qui rend fort l'Iran affaiblit Israël. Aérienne iranienne. Alors on continue à parler de l'Iran justement avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonsoir. Vous allez nous révéler le contenu d'un accord stratégique très important que l'Iran vient de signer pour très longtemps d'ailleurs avec la Chine et auquel la Russie est également associée. Alors, en gros, c'est un accord sur 25 ans, c'est un accord stratégique. C'est l'Iran qui se livre économiquement et militairement à la Chine et à la Russie. Alors, un des éléments économiques clés de l'accord concerne un investissement à hauteur de 280 milliards de dollars dans les secteurs pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Et puis un autre volet de l'accord prévoit un investissement de 120 milliards de dollars dans le domaine des transports et des infrastructures avec main-d'œuvre iranienne qui sera sous contrôle des Chinois. En échange de tout cela, la Chine sera privilégiée pour les offres iraniennes en matière de projets pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Elle sera aussi privilégiée pour ses achats de pétrole et de gaz. Ali Khamenei a demandé aussi aux Chinois de développer des lignes ferroviaires à grande vitesse entre Téhéran et la ville sainte de Mashhad à 900 km au nord-est, entre Téhéran, Qom et Isfahan au sud. Enfin, la ville de Tabriz, dans l'Azerbaïdjan iranien, sera le point de départ d'un gazoduc la reliant à Ankara en Turquie. Elle sera aussi sur 2300 km la plaque tournante de la fameuse route de la soie qui reliera Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, à Téhéran. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent modifier l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Et là, ça me paraît très grave. La semaine dernière, Ali Khamenei et les gardiens de la révolution ont donné leur accord pour une totale coopération militaire, aérienne et navale entre l'Iran, la Chine et la Russie, qui aura ainsi un rôle crucial. D'ici 4 mois, novembre,
il est prévu que les bombardiers et avions de combat chinois et russes aient libre accès de façon illimitée aux bases aériennes iraniennes. Les vaisseaux militaires chinois et russes pourront utiliser aussi des facilités portuaires iraniennes de Shahabar, Bandar Abbas et Bandar Bushehr. Tous ces déploiements aériens et portuaires seront dotés de matériel électronique sophistiqué visant à neutraliser les nœuds de commande et de communication de l'OTAN. Les Iraniens recevront aussi le célèbre système de défense antimissile S-400 russe dont vient de se doter la Turquie. Alors Christian, justement, les Occidentaux doivent-ils s'inquiéter? Que peuvent-ils faire? Écoutez, la Chine et la Russie, c'est clair, sont en train de bouleverser l'ordre moyen-oriental et mondial tenu par les Américains depuis 1945. Tout cela est plus qu'inquiétant. Pour sa survie, l'Iran est en train de donner progressivement aux Chinois et aux Russes le contrôle du Moyen-Orient et de ce que j'appelle sa rente pétrolière et gazière. Les jeux de la Chine et de la Russie sont une menace pour Israël qui doit se persuader qu'on ne peut plus compter sur un Donald Trump trop erratique et qui se retire sans réfléchir du Moyen-Orient. Il est urgent que l'Europe, faible et divisée, se réveille et arrête de faire les yeux doux à la route de la soie de Xi Jinping, tout comme Emmanuel Macron doit arrêter de s'enticher de Vladimir Poutine, qui est un habile manœuvrier hostile à l'Occident. Bon, je ne sais pas de quand date cette publication de I24 et probablement cet analyste est pro-occidental ou même pro-israélien, puisque vous voyez bien qu'ici, il parle des Occidentaux comme des gens sur qui on ne peut pas compter. Trump, il est indécis, et Trump, et que Macron, il est poutinolâtre, ce qui s'avère tout à fait faux. Mais vous voyez qu'ici, même s'ils ne le disent pas, et comme je vous l'ai toujours dit dans mes analyses, et comme aussi mes analyses étaient rejointes ou avaient rejoint celles d'Emmanuel Todd, c'est que ces gens-là ont fait au reste du monde, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et encore pire, après la chute du mur de Berlin, c'est une surexploitation des autres, un écrasement des autres, comme on n'a jamais vu. Et ici, ce que viennent de faire les États-Unis, ce n'est rien de plus moins que ce qu'ils avaient carrément fait au Japon. Ils se battaient contre le Japon, ils voulaient faire capituler le Japon. Le Japon, au moins, je ne sais plus c'est quel événement qui avait contraint le Japon à faire Pearl Harbor. Apparemment, les Américains, ils étaient à la base d'une opération qui avait contraint le Japon à faire Pearl Harbor. Mais après, ils se sont servis de l'excuse de Pearl Harbor pour faire tomber les deux bombes nucléaires au Japon. C'est exactement ce que on présuppose que, soi-disant, les conseillers pro-intervention de Trump ont voulu faire croire à Trump que agi, c'est l'occasion ou jamais de rentrer dans l'histoire comme le président qui a agi, qui a ébranlé la puissance iranienne. Mais on voit bien que ce qui est visé ici, c'est au-delà de l'Iran, c'est les BRICS. Et surtout, vous voyez bien pourquoi les Européens se sont alignés derrière Israël. C'est parce que c'était une opportunité pour ces gens-là de ralentir le déclin qu'ils sont en train de subir et surtout de ne pas perdre leur influence au Moyen-Orient. Ceux qui avaient le plus gros à perdre, c'était les Américains. Et c'est pour cela que les Américains, depuis, et maintenant on voit clair, ont toujours plus ou moins laissé Israël faire et Israël être dans l'escalade depuis qu'elle a commencé sa campagne à Gaza. On n'avait pas compris pourquoi Israël peut-être était allé jusqu'à attaquer la finule qui était essentiellement composée d'éléments occidentaux qui étaient basés au Liban, mais ils les avaient attaqués aussi et comme par hasard, ils n'avaient pas dit grand-chose. C'est probablement que parce qu'Israël avait un plus grand plan qui était d'aller jusqu'en Iran et c'est ce qu'ils ont fait, mais
Apparemment, ils ont raté leur premier coup. Même si les Occidentaux ont fait les fanfarons ou quoi que ce soit, aujourd'hui, on ne peut même plus s'en cacher. C'est visible. Regardez dans quel état on voit les rues d'Israël. Et surtout, écoutez, moi, ce qui me fait rire, c'est toujours d'attendre les commentaires. Écoutez ça. D'abord, on va voir ça. Et après, on va écouter ce que dit un commentateur de BFM TV. Ça m'a fait rigoler. Regardez, écoutez ce qu'il dit ici. Et le choc pour la population israélienne qui découvre ces images de destruction qu'habituellement elle voit à la télé. Ce sont des images de Gaza, ce sont des images du sud du Liban qu'elle voit. Et aujourd'hui, c'est sur le sol israélien, comme à Bat Yam il y a quelques jours. On va s'attarder, Stéphane Bureau, sur la communication. Voilà. Ça veut dire que ces médias occidentaux savent que ce que subissent les autres, ça ne se fait pas. C'est méchant, c'est pas justifié, c'est trop, mais on fait comme si de rien n'était. Mais aujourd'hui que maintenant, ces mêmes images arrivent, sauf que c'est situé à Gaza, ils découvrent quoi? Ils découvrent que les bombes, ça massacre. Et encore chez eux, il n'y a même pas de massacre, puisque on leur prévient d'aller se cacher et d'éviter de se faire massacrer. Mais on découvre que les bombes, ça fait des dégâts. Eh ben oui. Eh ben oui, les bombes, ça fait des dégâts. Et maintenant, on va présenter Trump qui vient faire le fanfaron. Des frappes de grande précision sur les 3 installations nucléaires principales, celles de Fordo, Natanz et Ispahan. Il y a des années qu'on connaît ces noms car ils ont développé des moyens de destruction. L'objectif était la destruction de ces installations et de stopper la menace nucléaire. Vous attendez bien. Les causes de la frappe, c'était de détruire ces installations. C'était pas de déclarer la guerre. Dans son discours lui-même, il est confus. Et c'est ce que les autres, ils essayent de défendre. Je suis sûr que les autres ont dit, nous n'allons pas aller dans une guerre avec l'Iran. On ne veut pas engager les Américains dans une... Je suis sûr que ça a dû faire débat. Déjà, ça a dû faire débat quand on lui a rappelé les choses que Tulsi Gabbard avait dit. Déjà, ça a dû l'énerver. Mais les autres, on avait presque pas attendu J.D. Vance se prononcer par rapport à ce que faisait Israël. Et donc, comme il appartient au gouvernement de Trump, ils sont obligés de le suivre. Et vous voyez bien que ce discours, il a dû être travaillé parce que dedans, on trouve des éléments qui montrent que les États-Unis sont intervenus, mais en même temps, quand on précise les buts pour lesquels on intervient, on dit qu'on ne veut pas la guerre. Et les choses ont été faites pour en fait éviter que les États-Unis ne se retrouvent embarqués dans une guerre. On vous dit que les bases autour de l'Iran ont été vidées. Même si l'Iran voulait riposter tout de suite, les cibles sont réduites. Il y a 19 bases, certes, à côté de l'Iran, mais la plupart des bases ont été vidées. Il n'y a rien dedans. Donc même si tu vises les intérêts américains, mais tu ne vises pas, à proprement dit, des soldats américains. Et donc ça évite aux États-Unis de rentrer dans un conflit. Je peux dire au monde ce soir que ces frappes spectaculaires sont un grand succès militaire. Ces installations ont été complètement oblitérées. Il s'agit maintenant de faire la paix. Pendant 40 ans, l'Iran a menacé d'Israël de mort. C'est là qu'il commence à perdre des gens. Toi, tu viens ici pour parler de pourquoi les États-Unis ont intérêt à rentrer là-bas et tu nous parles du fait que l'Iran était une menace pour Israël, alors que Israël vient d'attaquer l'Iran il n'y a pas plus d'une semaine ou 2 semaines. Et surtout, dans l'attaque de l'Iran, dans l'attaque d'Israël, l'Iran répond de manière proportionnée
et en essayant d'éviter des vies humaines. Même si au Mans, on essaye toujours de publier comme quoi, ils ont tué des civils. Mais le nombre de morts montre déjà qu'il y a 10 fois plus de civils morts en Iran que de civils israéliens. Et nous avons perdu, nous, des milliers de soldats au Moyen-Orient à cause des bombes qui avaient été fabriquées par l'Iran. Plusieurs personnes ont été tuées par leurs généraux. Il y a longtemps que j'ai décidé que je ne laisserai pas faire cela. Avec le Premier ministre Netanyahou, nous avons travaillé en équipe comme rarement. Voilà. Il rejoint Joe Biden. Personne n'a autant fait pour ce pays autant que moi. Et ici, j'ai travaillé avec Netanyahou sans doute comme personne n'a travaillé avec Netanyahou avant moi. Il est en train de se finir lui-même. Il est en train de se finir lui-même. L'importance de la parole n'est peut-être pas aussi importante en Europe, mais elle a une valeur très importante pour les Américains. Pour les Américains, les promesses sont très importantes. L'honnêteté, c'est très important. Et même si lui, c'était un menteur, il n'a jamais été aussi loin dans le mensonge pour ce genre de choses, et surtout dans son implication à lui-même. Dire que les autres, c'est des menteurs, c'est une chose. Devenir soi-même un menteur, c'est autre chose. Il s'agissait d'éliminer cette menace pour Israël. Je veux remercier nos militaires pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Donc, toi, un président américain, t'es parti bombarder un pays tierce qui ne t'a rien fait en violation du droit international pour le compte d'un État tierce qui elle-même est parti bombarder en violation du droit international. Quand je vous dis qu'ils sont en train de tuer l'Occident, je ne sais pas comment dire d'autre. Et maintenant, à la lumière de ça, si Trump et Netanyahou finissent pas la CPI, ben dites-moi, à quoi sert encore la CPI? À quoi sert encore la CPI? Et les grands patriotes américains qui ont piloté ces extraordinaires appareils pour faire une opération. Moi, ce qui me tue, c'est la tête de J.D. Vance. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il a foutu? On avait juste à marcher droit, à s'occuper des affaires des Américains. Et on allait presque avoir une décennie pour changer l'Amérique. Maintenant, là, est-ce que c'est sûr qu'on va pouvoir gagner? Et surtout, quand vous voyez tous ces gens qui sont là, qui sont venus supporter Trump, et que la seule qui semblait avoir de l'intégrité, et peut-être maintenant qui va se tenir peut-être comme la première Madame la présidente américaine et qui semble crédible à pouvoir le devenir, c'est Tulsi Gabbard. Parce que Tulsi Gabbard, elle n'a pas tenu ce discours. Elle n'est pas là derrière Trump. Elle n'est pas là en train de faire ça. Et elle a dit que Israël mentait, qu'elle pensait que c'était pas vrai ce que disait Israël. Après, on m'a dit que elle avait fait des déclarations après que Trump dit qu'il s'en foutait de ce qu'elle a dit. Mais toujours est-il que dans l'image, dans le subconscient collectif, eux trois là, même si on va voir qu'ils commencent déjà à essayer de tempérer les choses et de faire voir qu'ils ne sont pas là pour aller en guerre et ils ne sont pas là pour que les choses s'enveniment, contrairement à Tulsi Gabbard qui n'est pas là, elle a tout de suite pris du galon. Donc le prochain ticket, ça peut être Tulsi Gabbard, J.D. Vance. Mais ce qui est sûr, c'est que les autres là, ça va être compliqué. Très compliqué. C'est pas forcément le réveil des démocrates, mais en tout cas, pour faire croire aux Américains, surtout les trois là qui sont derrière Trump, qui veulent faire MAGA, eux, ça va être très compliqué. Comme le monde n'en a pas vu depuis des décennies. Je veux aussi féliciter le chef de notre état-major
et tous les personnels qui ont été impliqués dans cette attaque. Cette situation ne pouvait pas continuer. Ou bien nous aurons la paix, ou bien nous verrons des destructions encore. Ouais, cette situation ne pouvait pas continuer parce qu'Israël avait la corde au cou. Soit on déclarait qu'Israël avait perdu, et là c'était compliqué pour nous, puisque Israël fait le boulot de l'Occident selon certains. Soit il fallait aller mettre la pression. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas gagné. L'Iran n'a pas dit qu'elle revient à la table de négociation ou qu'elle capitule, parce que lui, il a dit que l'Iran maintenant doit signer la paix, doit capituler. Ça, c'est pas certain. Quand on sait ce qu'il y a derrière, et surtout quand je vais vous montrer les réactions que ça a suscité, c'est pas gagné. Encore plus grave que ce que nous avons vu ces derniers jours. Il reste encore de nombreuses cibles. Celles-ci étaient de loin les plus difficiles à atteindre, mais si on n'atteint pas rapidement la paix, nous allons frapper ces autres cibles avec précision, avec rapidité également. Il n'y a pas d'armée au monde qui aurait pu faire. Ça, tu racontes ta vie, puisque on sait que les Chinois sont très avancés. Ils n'ont peut-être pas de B-52, mais les Chinois sont très avancés. Et surtout, attendez qu'ils finissent, je vais vous montrer une séquence qui va vous permettre de relativiser très fortement ce qu'il dit et qui, là encore, va encore fragiliser la parole de Trump. Faire ce que nous avons fait ce soir. Et jamais ça n'a existé. Demain, le général Kane, le secrétaire de la Défense, tiendront une conférence de presse à 8 heures au Pentagone. Je veux remercier tout le monde, en particulier Dieu. Nous aimons Dieu, nous aimons notre patrie. Alors que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse Israël. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Et heureusement qu'il ne va plus jamais se représenter en politique. Parce que là c'est cuit. Et heureusement qu'il ne va plus se représenter en politique. Parce que ça c'est fini. Autant quand il s'est pris la balle, il s'est relevé. Moi j'avais dit tout de suite qu'il avait gagné. Tous ceux qui suivent ma chaîne, vous pouvez aller remonter. Le jour où il a échappé, tout de suite quand il avait la main levée, je vous ai fait la symbolique avec la statue du militaire américain qui soulève le drapeau. C'était quasiment identique. Je vous l'avais fait quasiment en direct. Je vous avais dit, Trump a gagné. Au moment des élections, il suffit juste de remontrer ces images et il va gagner. Et là, je vous dis que pour les trois là, ce discours-là, il va leur poursuivre toute leur vie. Donc, il faut compter que dans les 3 prochaines années, ils réussissent à faire MAGA et que les choses tournent comme ils le prévoient. Ou alors qu'il se passe un événement qui bouleverse tellement les choses qu'un des trois là réussissent à sortir la tête de l'eau. Parce que ça là, ce discours-là, ça va les poursuivre, puisqu'ils sont les trois derrière, ça va les poursuivre. Donc comme ils sont là, ils viennent de mettre leur chance en balance avec Tulsi Gabbard. Si Tulsi Gabbard, elle est intelligente, elle reste là, elle fait son taf. Même de toute manière, comme elle a bien fait son taf, et que maintenant elle paraît la plus intègre de ce gouvernement, si Trump la vire, ça ne fera que renforcer son image. Elle va devenir tous les complotistes ou tous les gens qui veulent changer le système, iront avec elle. Parce qu'ils sont déjà en train de lâcher Trump. Et donc, ils iront avec elle. Celle qui est devenue intouchable maintenant, c'est Tulsi Gabbard. Et trois, ce discours va les poursuivre. Merci. Trump, il a mis... Pour eux, là, parce que normalement, si vous vous souvenez, lui, là, surtout Rubio, il était soi-disant opposé à Trump pour la présidence. Lui, déjà, il peut oublier. Il peut oublier de devenir président des États-Unis. À moins qu'il se passe un truc majeur, lui, il peut oublier. Ça va se jouer entre Evans et Seth et Tulsi Gabbard. Et moi, pour moi, je mets mon jeton sur Tulsi Gabbard. Femme, fait l'armée, républicaine, enfin ancienne démocrate,
car il en avait marre du wokisme, devenir républicain, travailler pour Trump, désavouée par Trump alors qu'elle faisait son boulot. Elle est dans l'opinion américaine par rapport à ce qu'ils ont fait. Non mais, elle a gagné trop de points. Elle est à ce stère-ci là. Si on choisit, on fait un sondage, qui voyez-vous comme future première dame des États-Unis? Je suis sûr que c'est Tulsi Gabbard, la numéro 1. Quand je dis les choses qu'elle vient de cumuler, pour moi, elle est même en meilleure position qu'Hillary Clinton. Elle est plus crédible qu'Hillary Clinton pour diriger les États-Unis. Et donc, quand on a fini avec ces gens-là, je vous ai dit que je voulais vous montrer quelque chose qui va fragiliser les choses que Trump dit. Écoutez ce monsieur. News that we're following. Here's the latest developments on this major breaking news that we're following. Breaking news in Iran. American bombers have struck 3, not 1, not 2, but 3 nuclear sites, major nuclear sites inside Iran. Those sites, Fordo, Isfahan, and Natanz, they're considered the heart of Iran's nuclear ambitions. Israel had tried to target them in the past, but a U.S. official tells CNN that the U.S. used not 1, not 2, but 6 B-2 bombers and 12 bunker buster bombs. And that was just at the Fordo site. Sources tell CNN that the U.S. told Iran through back-channel discussions that the strikes would be contained and no further strikes were planned, at least not yet. Voilà, c'est la fin. C'est la fin du message de ce monsieur qui est le plus important. L'Amérique a prévenu l'Iran par des canaux derrière, non officiels, que les frappes vont avoir lieu et qu'il n'y aura pas d'autres frappes. Et surtout que les frappes vont être circonscrites. Voilà. Alors que nous avons Trump qui vient nous raconter, oui, on est venu, ils nous ont pas vus, personne n'est incapable de faire ceci, cela, machin, nini, nanana. On t'a dit, comme le cinéma que l'Iran avait joué dans sa première riposte où elle avait débordé le dôme de fer, mais elle avait rien mis dans ses missiles et ce n'était que des missiles qui tombaient, mais que des missiles qui étaient vides, puisqu'on voit la différence avec aujourd'hui quand on voit les rues d'Israël, là où les missiles tombent. Et ben, là aussi, les États-Unis ont prévenu. On va frapper, mais on va frapper des points précis, pas de cible civile, pas de cible militaire, pas d'attaque de personnel ou de dirigeants ou quoi que ce soit. On va juste frapper des sites nucléaires. En plus, on va frapper quoi? Les sites que les autres ils ont déjà touchés. Il n'y a rien à perdre là-bas. Et Fordo, on sait que c'est bien enterré, donc ça risque de résister. Du cinéma. Et c'est pour cela, il faut prendre du recul par rapport à ce qui se fait. Certes, c'est une démonstration, mais c'est une démonstration dans laquelle ils ont quand même prévenu pour éviter une escalade. Parce que là aussi, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, oh, il y a 2 jours, quand on regardait, on a su que les Chinois avaient avancé leur matériel pour repérer même les B2 au niveau du détroit d'Ormuz, là, au niveau de cette mer-là. Là. Ils avaient envoyé des navires qui peuvent repérer des B2. Et aussi, ils ont donné à l'Iran de quoi frapper ou alors de quoi restituer en partie leur protection aérienne. Donc, comment ça se fait que ces B2-là sont arrivés et sont repartis sans rien? On voit bien que ils sont repartis sans rien, peut-être parce qu'ils ont prévenu. Parce que moi, je me suis dit, mais attends, donc ça veut dire quoi là? Les informations, donc les Chinois, ils n'ont rien vu, les Russes, ils n'ont rien vu, ils sont venus, ils ont fait leur truc et tout ça, donc ça veut dire que ça ne sert à rien. Ça veut dire que même Moscou ou Pékin ne sont pas à l'abri de se faire surprendre par les B2. Non, c'est pas vrai. Ils ont prévenu. C'est du cinéma. Et c'est ce qui affaiblit encore plus Trump. Et aussi, c'est ce qui permet aussi maintenant aux autres de commencer à faire du damage control. Parce que J.D. Vance, lui, comprend bien que ça va le poursuivre. Et lui, il est déjà en train de faire du damage control.
Et donc, le plus important à savoir, c'était ça. Maintenant, écoutez ce que ce monsieur dit. Jacques Charvier ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce qu'il dit de l'intervention israélienne avant qu'on voit le Damage Control maintenant qui essaye de faire J.D. Vance? Et donc, on va rentrer maintenant dans un conflit très important. Et à mon avis, Israël et les États-Unis ne tiendront pas la distance. Vous voyez, ça paraît incroyable ce que je vous dis, mais dans la guerre qu'ils vont engager contre l'Iran, ils ne sont pas en mesure de tenir la distance. Alors, qu'est-ce que vous appelez de tenir la distance? Eh bien, si vous voulez, actuellement, vous avez des missiles qui sont tirés tous les jours depuis l'Iran sur Israël, et pour la première fois dans l'histoire d'Israël, les villes sont bombardées, il y a des dégâts considérables. Des hôpitaux, etc. notamment. Oui. À Haïfa, tout ce qui concerne l'approvisionnement de pétrole, tout ça est largement touché. L'immeuble où abrite le siège du Mossad a été touché et le directeur du Mossad a été tué. Ça, personne ne va vous le dire dans les médias, grands médias. Plusieurs villes en Israël sont bombardées. Les gens vivent maintenant dans un stress permanent, ce qui n'était pas habitué à faire. Et il faut se rappeler que le peuple iranien, lui, sait ce que c'est que la guerre, parce qu'ils ont fait la guerre pendant 8 ans contre l'Irak. C'est un conflit qui a été organisé, préparé par Israël, le Mossad, la CIA et le MI6, et donc c'est eux qui ont suscité ce conflit parce que à cette époque-là, l'Irak représentait un danger pour l'existence d'Israël. Ok, donc moi je voulais juste vous mettre ces petits extraits-là pour vous dire que voilà, Trump peut-être exhorte l'Iran à faire la paix ou à négocier avec eux à nouveau parce qu'ils savent, comme je vous ai déjà montré, ils auront des difficultés logistiques à pouvoir tenir un affrontement long avec l'Iran. Et surtout, on a vu que les Russes et les Chinois sont prêts à aller aux côtés des Iraniens. Parce que ici, là, attendez, là encore, je vous l'avais mis quelque part. Il faut que je le retrouve. Écoutez ce que dit ce monsieur. Ça, c'est un membre du Parti communiste. Écoutez ce qu'il dit. Je crois que c'est ce monsieur, c'était celui qui disait « We don't care ». Quand il disait « on s'en fout », que Trump, il peut monter ses frais douaniers jusqu'à où il voulait, on s'en fout. C'était lui qui disait ça. Et voilà ce qu'il dit maintenant par rapport à ce qui se passe. Back against aggressors, and if the United States wants to join Israel to become an aggressor against Iran, well, history will eventually have its own verdict. If other countries want to join the fight on the side of Israel, I will urge them to stop that right away. And if, for example, other countries want to join the fight against Iran, you never want to exclude the possibility that other major countries want to fight together with Iran, because the war imposed on Iran is the unjustified war. It's a war of aggression. It's undeclared war. It's a surprise attack. And any people, any country under such surprise attack, an attack of aggression, has full legal justification to fight back. Voilà. Et donc, ici, on vous... fighting back. Les Chinois, eux, voient ça comme normal de porter secours à l'Iran. Parce que l'Iran, ce n'est pas une guerre. On ne l'a pas attaqué en l'ayant prévenu. On ne l'a pas attaqué en ayant déclaré la guerre avant. On l'a attaqué par surprise. Et donc, si les Américains veulent les écraser, ben, eux aussi,
il sera à peu près normal qu'ils rejoignent ici le tweet. Il dit le membre du Parti communiste chinois, si un pays, les États-Unis, rejoint Israël dans cette guerre d'agression contre l'Iran aux côtés d'Israël, la possibilité que la grande puissance, la Chine, rejoigne l'Iran dans cette guerre. Et donc, ici, nous avons peut-être une position non officielle des Chinois qui considèrent que voilà, si l'Occident veut se mettre tous ensemble pour taper l'Iran, et surtout taper l'Iran sans justification, puisque c'est une agression, et ben la possibilité que d'autres personnes se joignent à l'Iran n'est pas non plus à exclure. Et c'est des petits messages comme ça, mais qui passent très bien. Parce que l'autre aussi, qui a fait comprendre qu'on a peut-être basculé dans autre chose, c'est le chien fou de la Russie. Attendez, c'est ce tweet de Medvedev. Voilà, le tweet de Medvedev. Donc là-bas, vous avez un membre du Parti communiste chinois qui a parlé de la possibilité que d'autres grandes puissances puissent porter main forte à l'Iran. Et ici, vous avez Medvedev qui fait un tweet. Je ne sais pas si son tweet c'est ça, puisque son tweet ici comporte 10 points. Et peut-être que c'est ici la traduction qu'on en a donnée. Dimitri Medvedev. Qu'ont accompli les Américains avec leur frappe nocturne sur 3 points en Iran? Les infrastructures critiques du cycle nucléaire semblent avoir subi peu ou pas de dommages, contrairement à ce que Trump affirme. On verra bien, pour l'instant on n'en sait rien. L'enrichissement de matières nucléaires, et nous pouvons désormais le dire directement, ainsi que la production des futures armes nucléaires vont se poursuivre. Voilà. Et comment voulez-vous faire le contraire? 3. Un certain nombre de pays sont prêts à fournir directement à l'Iran leurs armes nucléaires. Ça, j'en suis pas certain, en tout cas pas de manière officielle, mais pourquoi pas? Et surtout, tout à l'heure, je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous faire rigoler. Israël est attaqué, les explosions grondent, les gens sont en panique. 5. Les États-Unis sont entrés dans un conflit avec la perspective d'une opération terrestre, on verra bien. Le régime politique iranien a été préservé. Il est fort probable qu'il soit devenu plus fort. Le peuple se rassemble autour de son leader spirituel, même ceux qui ne sympathisent pas avec lui. Eh bien oui, on voit les Iraniens de la diaspora, eux, ils sont pas comme les Libyens, les Irakiens et tous les vendus qui sont partis dans les plateaux de télé françaises pour dire que voilà, on veut que tout soit renversé, il y aura la démocratie et derrière le pays assombre. Eux ne veulent pas ça. Et c'est là que tu vois la différence entre des faux pays et un vrai pays, et un pays qui est encore plus ancien que les Occidentaux. Ils ont vu les Occidentaux venir, ils les voient faire, ils ne veulent pas tomber dans leur piège. Trump, arrivé en tant que président pacificateur, a déclenché une nouvelle guerre pour les États-Unis. La majorité absolue des pays du monde sont contre les actions d'Israël et des États-Unis. Avec un tel succès, Trump ne recevra jamais le prix Nobel de la paix. Alors là, ils peuvent s'asseoir. Ça, c'est sûr que ces frappes-là, ça a mis fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Malgré toute la vénalité de cette nomination, un bon début. Félicitations, Monsieur le Président. Il se fout de la gueule de Trump. Voilà. Peace out.